Il est le nouvel homme fort des sondages. D'après l'Institut TNS Sofres, Jean-Luc Mélenchon se rapproche dangereusement de François Hollande. Déjà 95 000 signataires réunis sur son site JLM 2017. La gauche de la gauche peut-elle écraser le PS? Pour y répondre, nous recevrons la porte-parole du mouvement Ensemble, Clémentine Autain, et le directeur de la rédaction du quotidien Libération. Ce sera juste après la question qui fâche d'Amandine Collongette. Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui fait trembler l'Élysée. Moi, je dois ouvrir le chemin. Voilà. Parce qu'il faut que quelqu'un se décide à un moment donné. Celui qui a été syndicaliste, qui m'écoute, il a déjà vécu ça. Vous êtes là, tout le monde ronchonne, on regarde ses pieds, puis alors on vous pousse, puis il y en a un qui va devant. Et oui, d'après les derniers sondages, le leader de la gauche talonne François Hollande au premier tour. Il profite évidemment du fiasco de la loi travail. Je lui reproche la loi El Khomri. C'est-à-dire cette persécution sur la vie quotidienne des gens. Et récupère ainsi les déçus du hollandisme. Il surfe aussi sur la vague de mécontentement qui souffle notamment avec Nuit debout. Alors ce qui inquiète fondamentalement le gouvernement, c'est un possible phénomène Mélenchon. Mais au fond, peut-il battre François Hollande? Mélenchon, il a une vision autoritaire de la vie et de la politique. Il est scotché dans les années 30 et Mélenchon au pouvoir... c'est pas la peine d'y penser, il n'y arrivera jamais. À un an des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon est en capacité d'être celui qui sera en tête de la gauche. Mais vous verrez, il sera au deuxième tour, j'en suis convaincu. Vous savez, en juin 2012, Jean-Luc Mélenchon était à 3% dans les sondages. On préfère commencer à 11 et 16. Voilà, ça nous assure un meilleur futur, un meilleur avenir. Mais Mélenchon au pouvoir, il mettrait tous les Mélenchons en tôle. Ah, c'est ça qui est intéressant. Tous ceux qui manifestent, tous ceux qui manifestent, qui disent résistance et tout ça, allez hop, ils passeraient en tôle. Ce que nous rappellent aussi ces sondages, c'est la division de la gauche. D'un côté les socialistes, de l'autre le front de gauche et les communistes. Et cette question est sur toutes les lèvres à l'Élysée. Sera-t-il possible de réconcilier les gauches avant 2017? Vous nous voyez participer à une primaire avec ceux que nous combattons aujourd'hui, François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Enfin, c'est quelque chose que personne ne pourrait comprendre. Moi, je suis pour une primaire de toute la gauche. Sincèrement, c'est le seul moyen de gagner la présidentielle. S'il y a émiettement à gauche, eh bien, nous serons éliminés au premier tour. Je dois avouer qu'aujourd'hui, ce matin, elle a du plomb dans l'aile. Si François Hollande y va et qu'en plus il prétend, parce qu'il ne l'est pas, mais qu'il prétend rassembler le camp de la gauche, eh bien il va aller à l'échec et il risque d'entraîner la gauche entière dans l'échec. N'oublions pas qu'il reste encore 12 mois avant l'élection présidentielle. La course de fond va bientôt commencer pour les candidats. Et Jean-Luc Mélenchon le sait, les sondages peuvent tout dire et son contraire. Ça marche pas à tous les coups, il y a des fois où on se plante. Alors question qui fâche, JLM 2017 peut-il gagner le marathon présidentiel? Bonsoir Clémentine Autain. Vous êtes porte-parole du mouvement Ensemble, et conseiller régional d'Île-de-France. À vos côtés, Laurent Geoffrin. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal Libération. Jean-Luc Mélenchon entre 12 et 16% en fonction des scénarios dans les derniers sondages au premier tour. Ça vous surprend? Ça met du baume au cœur d'abord, et je pense que... C'est une surprise ou pas? Je pense que c'est le reflet d'un contexte social et politique qui a changé ces derniers mois, à la faveur d'une mobilisation contre la loi El Khomri, des nuits debout, de ce qui s'est passé aussi autour d'Air France ou des Goodyear, et qu'on sent bien que le fond de l'air est en train de changer. On avait un débat qui était polarisé sur la question de l'identité, et il est en train de basculer du côté de la question sociale, et je trouve que c'est heureux, et que Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat testé parce que c'était celui qui était le candidat en 2012, cristallise cette gauche bien à gauche. Voilà, je suis pas plus étonnée que ça, et je pense que ce que ces sondages révèlent aussi, c'est l'effondrement du président de la République et du Parti socialiste en réalité. Et ça, je trouve que c'est tout à fait notable, parce qu'en 4 ans, ce qui a été dilapidé est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous vous réjouissez justement de cette chute de François Hollande? Non, vous savez, j'ai l'impression que la gauche française, vous vous souvenez de la secte de Jim Jones? Vous vous souvenez de ça? Ouais. C'est une secte qui s'est réunie dans la forêt brésilienne et qui s'est distribuée elle-même un liquide orange dans lequel il y a du poison. Et ils sont tous morts. Ouais. Ben, c'est la gauche française. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se distribuer le poison les uns les autres. Ils sont pas encore morts, mais ils boivent. Ils boivent beaucoup. Et ce poison s'appelle la division. Est-ce que c'est pas la stratégie d'opposition au gouvernement qui commence à payer de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais le gouvernement a pris 2 mesures au moins qui sont des erreurs, à mon avis. On l'a dit 15 fois dans mon journal. 1, la déchéance de nationalité, c'était une erreur. Ça, jusque-là, c'était difficile pour les gens de gauche, parce qu'ils avaient en face d'eux un gouvernement qui menait une politique trop modérée ou trop libérale, enfin, comme on veut.
Là, alors, l'échange de nationalité, c'est un symbole, ça concerne très peu de monde, parce que c'est un symbole négatif, quoi, pour les gens de gauche. Et puis ensuite, la loi El Khomri, moi je suis pas contre la loi El Khomri dans sa version actuelle, mais la version qui est initiale, elle était presque pas possible. Enfin, c'était. Puis en plus, il y a un problème de théâtre politique. Vous faites une loi, le MEDEF dit c'est formidable, et tous les. C'est quand même difficile, ça. Donc, si je vous entends, aujourd'hui, il n'y a plus aucune chance pour que la gauche soit présente au second tour. Moi, je ne partage pas le point de vue sur la division, ni sur le bilan de ce qui a été mal fait par ce gouvernement. Sur la division, d'abord, il faut quand même se rappeler que dans l'histoire de la Ve République, quand la gauche a gagné, ça n'a pas été très souvent, mais c'est arrivé, elle n'était pas forcément rassemblée au premier tour. Et donc... Mais là, il y a un oui, mais il y avait un accord d'union de la gauche, quand même. Un accord d'union de la gauche, mais... Mais le Front National n'était pas à 100%. Il y a eu un accord d'union de la gauche sur un programme qui s'est fait au long cours, et qui était un programme dans lequel le rapport de force entre la gauche de rupture, pour faire vite, et la gauche d'accompagnement, était polarisé plus du côté de la transformation que de l'accompagnement. Bon. Donc, mais même dans les élections intermédiaires, je veux dire, ce qui met en mouvement la gauche, et même François Hollande, qui a gagné la dernière fois, il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait d'autres candidats. Donc ce n'est pas ce qui pèse le plus sur la victoire possible de la gauche. Et surtout, je pense que c'est bien l'effondrement aujourd'hui du Parti socialiste qui est au pouvoir et qui déçoit. Et c'est pas simplement une affaire de symbole sur des mesures de type la déchéance de nationalité, même si elles sont importantes et elles sont délétères. C'est concret. Regardez, mais ça joue dans vos milieux, mais excusez-moi. Allez, regardez dans les quartiers populaires, je vous assure, pardonnez-moi. Oui, mais à côté des sondages, il y a les élections. Il y a les élections régionales, le PS est à 24. D'accord, mais ce que je veux juste vous dire, donc, il survit. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas simplement le Parti socialiste, c'est le système depuis 30 ans politique qui, d'élection en élection, produit les mêmes choix néolibéraux, autoritaires, qu'on vote pour Sarkozy, pour Hollande, pour je sais pas. Il y a un ras-le-bol. Et l'abstention, le premier parti de France, le premier parti de France, c'est quand même l'abstention. Et dans les quartiers populaires, c'est le chômage, la précarité, le manque de perspective. Mais c'est ça qui fait le. Mais bien sûr, c'est ça. Alors, quelle est la vision ? Quelle est la vision qui permet de se dire que demain sera meilleur aujourd'hui pour le grand nombre ? Moi, j'entends des enseignements assez définitifs sur quelque chose d'assez fragile que sont ces sondages. Je suis bien d'accord. Je trouve qu'on se projette quand même un peu rapidement. Et ensuite, qu'est-ce que ça change ? Moi, ce que j'observe, c'est que la gauche est éliminée au premier tour, de toute manière. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un transfert de voix entre, effectivement, le PS qui déçoit. Moi, je pense que la loi sur la déchéance de la nationalité a beaucoup compté. En tout cas, pour moi, elle a beaucoup compté. Et en effet, ça se transfère sur Mélenchon. Mais le socle, qu'est-ce que ça fait, le socle ? Ça fait 25%. C'est-à-dire que le PS plus un peu la gauche de la gauche, c'est 25%. Ça veut dire que la gauche n'y arrive pas. Et que les simples transferts de voix qu'on voit, c'est de la gauche à un peu plus. Mais il ne faut pas se raconter. Non, mais moi, ça ne change pas grand-chose. Mais non, mais ce n'est pas la division. Précisément, le problème, c'est que la réponse, c'est pas simplement on va se mettre tous ensemble et donc faire un paquet avec nos 25%. La question qui nous est posée, c'est que la gauche, elle est en état de décomposition intellectuelle. Donc, si elle doit se remettre sur pied, c'est de savoir sur quelle base politique est-ce qu'elle est capable de proposer. Alors laissons passer 2017. Une stratégie. Non, c'est est-ce que 2017 peut être un point d'appui pour une recomposition qui, à terme, permettra d'améliorer la vie des gens. D'abord, cette décomposition, je le répète, est récente. C'est 24% au régional. Après 4 années de soi-disant trahison, tout ça. Donc il y a quand même un socle à gauche qui reste assez fort. Vocabulaire. Et non, mais beaucoup de gens le disent. Et donc vous avez une situation dans laquelle il y a une division traditionnelle qui est celle dont Clémentine fait état, c'est-à-dire la gauche radicale, et la gauche qui veut gouverner. Alors, il y a toujours eu ça, du temps de Mitterrand. Du temps de Mitterrand, oui, un jour peut-être. Mais elle n'a jamais gouverné. Et sauf quand elle s'est alliée avec l'autre gauche. Par exemple, le Parti communiste en 1981. Quand il y a une alliance, ça marche. Quand il n'y a pas d'alliance, ça ne marche pas. Et cette division traditionnelle, sous Mitterrand, c'est le privilège de l'âge. Sous Mitterrand, c'était pareil. L'extrême gauche disait oui, il trahit. Mitterrand, écoutez, Arlette Laguillet. Mitterrand, c'était pire que ceux d'en face. C'était horrible. Et elle faisait 5-6% quand même. Elle n'avait pas tort, Laguillet. Comment ? Elle n'avait pas tort. Selon vous, oui. Les extrêmes se rejoignent, comme toujours. Mais et donc la division est plus grave parce que le reste en dehors de la gauche radicale, les autres non plus, ils ne veulent pas Vous savez, Pierre Laurent, il est au Parti communiste. Il dit il ne faut pas faire de primaire parce qu'il y a un risque énorme, c'est qu'Hollande se présente à la primaire. Et si jamais il gagne, on sera obligé de le suivre. Donc Pierre Laurent, il ne veut pas voter pour Hollande au premier tour, mais au deuxième tour, il votera pour Juppé.
c'est ça. puisqu'il aura Le Pen en face. Donc il ne veut pas de Hollande, mais il veut bien de Juppé. Mais à un moment donné, C'est quand même, il y a quand même une contradiction. Parce que Éric là, effectivement, on sera d'accord, tous, je pense, pour dire deux choses. La première, c'est que ce n'est qu'un sondage. Et comme disait Chirac, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Donc, ne nous emballons pas. Deuxièmement, je suis d'accord avec Geoffroy sur un point. Il y a 6 mois, c'est combien? Il y a 4 mois, les régionales, c'était le PS avait tenu bien mieux la route. Et les autres gauches étaient dans un trou, on dira. Hein, Ouais. donc là, manifestement, il venait toutes les régions. Donc. manifestement, il remonte. Bon, ça met. En même temps, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Clémentine Autain. Elle dit le fond de l'affaire, c'est qu'on bascule d'un clivage identitaire, on rebascule, parce que c'était avant le clivage social et on est passé dans un clivage identitaire. On rebasculerait, selon Clémentine Autain, de nouveau dans le vieux clivage social. C'est ce que révélerait ce sondage. Pourquoi le vieux? L'ancien, si vous voulez. Bah pourquoi il est Parce ancien? qu'il a toujours depuis 45, c'est un clivage social. Parce que Et vous c'est croyez un que le clivage identitaire il est depuis très quelques... neuf? Ah, il est assez neuf, oui, depuis quelques années, oui. Bah, vous savez, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas beaucoup de musulmans, si vous voulez. Donc le clivage identitaire, Il y avait était un peu léger. d'autres formes, vous savez, le racisme a donc, pris des formes à travers l'histoire assez variées. donc je pense, moi, exactement le contraire. Et ce qui prouve que c'est le clivage identitaire qui va dominer la période pour au moins, d'après moi, 20-30 ans, et sans doute de façon tragique, c'est que la gauche, tous compris, là, vous vous mettez tous, et vous êtes 25% de la population. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire même pas le total du Front National à lui tout seul. C'est quand même, il faut regarder les choses en face. Le chiffre est faux. Non. Les dernières élections, c'était pas le cas. C'était plus. Non, j'ai dit dans le sondage. Ah, dans le sondage. Ah oui, on peut pas parler de. Vous dites vous-même les sondages. Non, mais alors, alors, même dans les élections, ça fait 30. Oui, et le Front National est à 30. On peut être d'accord, mais la gauche entière, elle fait autant que le Front Il y a des gens National. qui disent que ça se droitise pas. Non, mais surtout. Attendez, et je finis une dernière chose, c'est que, cher Clémentine Autain et cher Laurent Geoffrin, tout ça se finira au second tour. Vous viendrez nous expliquer qu'il faut voter Alain Juppé. Alain Juppé, qui est pire que Hollande, ou la même. Moi, je vous accorde que c'est le même. Mais vous allez tous finir. Vous allez tous finir par voter Juppé. Il faut vous opposer au Front National. Donc tout ça, c'est des discussions vaines. C'est des discussions vaines. Il n'y a pas de solution. Parce que vous êtes enfermés dans une impasse. Il y avait une solution. Si je peux me permettre, il y avait une solution. C'est celle qu'on a essayé de promouvoir dans notre journal, enfin de faire écho. C'est consistait à faire une primaire. L'appel à la primaire, absolument. Une primaire de la gauche. Alors Mélenchon ne voulait pas. Donc, il est cohérent. Ah oui, et Hollande non plus. En la refusant, il est cohérent. Pas vrai, ça. Personne n'en veut. Enfin, c'est-à-dire que la gauche en veut. Quand vous demandez aux gens, 75% des gens de gauche disent oui, il faut faire une primaire. Et ça a quand même un certain nombre d'avantages, ce processus. C'est que d'abord, vous obligez le gouvernement, les ministres ou le président sortant à venir s'expliquer devant ses électeurs. Parce qu'il y a une campagne, ça dure, il y a des débats, etc. Il est obligé de venir dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai tort, j'ai raison. Le premier point. L'autre point, évidemment, qui est quand même assez avantageux, c'est que vous avez un seul candidat. À la fin des fins, et qui a une chance de passer le premier tour. Il faut quand même être d'accord sur un minimum de choses. Mais là, on voit bien que les divisions. Mais attendez, c'est regardez. possible. En 81, vous croyez que la gauche était d'accord? Que le Parti communiste et le Parti socialiste étaient d'accord? Mais ils discutaient, c'était pas une primaire. Alors, Clémentine Autain. Non, parce qu'il n'y avait pas de Front National, évidemment, il n'y avait pas de primaire. Je voulais répondre à Éric Zemmour parce que je ne partage pas l'idée que, je dirais, la démocratie représentative est tellement pâle qu'on ne peut pas prendre une projection simple des scores de ceux qui voteraient, la façon dont ils se polarisent. Alors moi, je ne nie pas du tout la poussée identitaire, l'extrême droite qui s'installe dans le paysage politique, ça c'est tout à fait juste. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas nier non plus qu'il y a aussi des franges de plus en plus importantes de la population qui sont en train de contester les logiques néolibérales, le système capitaliste, le consumérisme aussi, c'est-à-dire cette société de consommation dont on ne peut plus. Mais je me mets moi-même dedans. Voilà, une démocratie qui est en berne, etc., etc. Et que ça vous embête, mais moi-même je suis dedans. Et que ces contestations-là. Cela constitue un grand nombre de citoyennes et de citoyens qui estiment aujourd'hui ne pas être représentés dans le champ politique. Alors, est-ce que la primaire peut être une réponse par rapport à ça? Moi, je vois pas le truc. C'est-à-dire qu'imaginez qu'au final, je sais pas, on aurait au premier rang d'un Jean-Luc Mélenchon victorieux, Manuel Valls applaudissant, ou que à l'inverse, Macron ayant gagné, je me retrouve à applaudir. Bon. Donc ça ne fonctionne pas. Vous avez deux orientations. Non, ça fonctionnait, ça peut fonctionner avec l'ensemble de la gauche, sauf Mélenchon qui ne veut pas. Ah oui, c'est quand même un petit peu de monde. Il n'y a pas que Mélenchon, il y a le reste de la gauche.
C'est-à-dire écologistes, communistes et socialistes, par exemple. Mais dans ce cas-là, c'est Hollande qui va gagner. Voilà. Ça, j'en sais rien. De toute façon, il va être candidat. Moi, je ne prendrai pas le risque. Je suis en désaccord complet parce qu'au final, c'est pour faire quelle politique? Et ce qui est absolument certain... Une politique moins à droite que celle de Juppé et de Le Pen. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'aujourd'hui... Non, attendez. Je ne veux pas dire que Hollande est plus à droite que Le Pen. Je pense même que le critère, c'est quel projet de société? Quel projet de société? Une société moins dure, plus juste, plus humaine. En 4 ans, là, vous avez l'impression, qu'est-ce qu'on a eu depuis 4 ans? Le pacte de responsabilité avec des milliards donnés aux grandes entreprises. Quelle avancée? Concrètement, il y en a eu quelques-unes, pas vrai? Je vous écoute, j'attends, moi. Je veux dire, à part le mariage pour tous, et je suis désolée, c'est quand même un peu faible, comme bilan de la gauche en 4 ans. Et beaucoup de destruction, et des choses qui ont été menées. Le ramener à 60 ans, alors là, le MEDEF, c'est du hurlement, évidemment. Ramener à 60 ans l'âge de départ à la retraite des gens qui ont commencé très tôt, c'est une réforme. Augmenter le nombre de profs. Pendant ce temps-là, on a augmenté la retraite de tous les autres. C'est tout à fait sympathique comme mesure de gauche. Augmenter le nombre de profs, c'est une mesure sociale. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, on les attend. En Seine-Saint-Denis, le problème, c'était plutôt le problème du PS qui doit, une fois pour toutes, choisir. Il y a une partie du PS qui devrait s'allier, en effet, avec Juppé. Voilà, exactement. Et l'autre qui devrait rester à gauche. Moi, je crois que c'est ça, en fait. Ça, c'est la réalité de fond, en réalité. Moi, je crois que c'est la seule chose qui va. Tant qu'ils n'auront pas tranché cette ambiguïté, on sera dans cette confusion. Le Guen, Bardella ont proposé ces dernières semaines ce schéma. Prenons un exemple, le pacte de responsabilité, qui est un des thèmes sur lesquels on fait le procès du gouvernement, en disant il aide les entreprises, 4 milliards sur 4 ans, c'est horrible. Les frondeurs... Les frondeurs, attendez, laissez-moi terminer. Les frondeurs, ils disent, c'est horrible, on a aidé les entreprises sans leur demander de contrepartie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'ils sont pour eux. Ils sont pour aider les entreprises, les frondeurs. Oui, ils sont pour. Les frondeurs qui étaient assis à votre place, ils disent pas ça. Donc ils disent, on aurait voulu que cette enveloppe soit répartie. Oui, différemment. Une partie pour les entreprises, une autre pour la demande, etc. Non, mais c'est pas une division. C'est pas une division majeure, là, il a raison. C'est pas une division de modalité. On peut discuter. Moi, je vais excusez-moi, mais est-ce qu'il faut une nouvelle République, qu'on sorte de cette monarchie présidentielle? Est-ce qu'il faut les 32 heures? Est-ce qu'il faut une relance de l'activité en sortant des clous de l'austérité? C'est concret. C'est des mesures qui sont concrètes, qui peuvent nous permettre de mener des ruptures qui changent l'horizon des politiques publiques. Et de ce point de vue, on a 4 ans de bilan gouvernemental. Attendez. Avec Mélenchon, il y a une division. Ce que vous proposez, Clémentine Autain, vous avez personne derrière vous, vous le savez quand même. Je ne partage pas votre point de vue. Pourquoi? Vous n'avez même pas 10% de la population. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que regardez toutes les enquêtes d'opinion. Mais c'est pas vrai. Dans les enquêtes d'opinion, vous en avez beaucoup qui disent que la contestation du système capitaliste, elle est grandissante. Parce que chacun voit bien que le PSA, ce qui est arrivé à PSA en Seine-Saint-Denis, enfin en Seine-Saint-Denis, en fait en France. Je vous répète, on conteste, oui. Ça ne veut pas dire qu'on est pour vos solutions. Alors c'est quoi la solution? On n'est pas dire on est... La seule façon... Vous avez déjà réglé la question démocratique, vous savez comment pensent les Français. Mais moi je regarde les enquêtes d'opinion, je regarde les études, je parle avec les gens. Et alors c'est pas figé, les gens bougent. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas. L'expérience grecque a prouvé une chose très intéressante. C'est que, parce que c'était votre ligne, il s'est couché lamentablement. Pourquoi il s'est couché lamentablement? Tout simplement, il s'est couché. Il s'est couché tout simplement parce que dans le cadre européen, dans le cadre de la zone euro, on ne peut que se coucher. Donc soit, et c'était cette discussion que j'ai déjà eue avec Mélenchon, soit vous sortez de la zone euro et de l'Europe, mais dans ce cas-là, il faut une alliance des souverainistes que vous a proposé Sapir, c'est-à-dire avec le diable, le Front National. Sapir, l'économie. Soit, oui, mais c'est pour ça que je le dis. Ça, c'est pour ça que je le dis. Soit vous restez dans la zone euro parce que vous n'avez pas les moyens de sortir, et vous n'avez pas les moyens démocratiques de sortir, et dans ce cas-là, vous vous coucherez. L'alternative, elle est simple comme bonjour. La réponse de Clémentine Autain. Ils sont pas beaucoup plus à gauche, la Grande-Bretagne. Je reviendrai avec grand plaisir pour refaire un débat sur... C'est leur choix. Alors, on écoute la réponse de Clémentine Autain. C'est un débat qu'il faut avoir de façon approfondie, donc je vais répondre à la SERP. Bon, d'abord, la Grèce n'est pas la France. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pas une réponse, ça. Si, ça fait partie de la réponse. Je suis désolée. La situation de la Grèce après 9 plans d'austérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a changé d'avis comme ça? Voilà. Non, mais moi, je ne vous dis pas que j'approuve la façon dont... Il a trahi lui aussi. Non, c'est pas une histoire de trahison. Arrêtez avec ça, la trahison. Mais non, mais c'est un point de vue moral. C'est pas comme Hollande. Hollande, il change en 6 mois ou en 1 an. Lui, il change en 24 heures. On peut se sentir trahi. Écoutez, il était devant un choix qui était quand même très difficile. C'est ce que je vous dis. Et de bonne foi, il a choisi l'Europe. Et alors, donc on doit être sans arrêt sous le couperet de 2 solutions qui sont des solutions mortifères. Eh bien oui.
il faudrait faire un examen de conscience sur Tsipras, qui est un Il faut regarder les choses en face, Clémentine je Autain. n'accepte Il faut pas. pas vivre dans public et nuit debout. Mais Il faut regarder la réalité. Regardez la réalité en face. Regardez, je termine si vous voulez bien. Alors regardez la réalité en face, c'est de dire que nous avons besoin d'un rapport de force européen et certainement pas d'une obéissance à ces traités les uns après les autres. Mais non, c'est pas ça. Ça fait C'est 20 pas ans que violent. j'entends ça. Et alors? C'est du violon. Et alors? Il n'y a pas de rapport de force européen. Éric Il n'y Nolot. en a pas. Eh bien, il faut Parce que c'est construire. l'Allemagne qui Donc dirige. il n'y a pas, il n'y en aura Et donc, jamais. soit Vous êtes bien touchez, un soit vous réactionnaire. sortez. Vous pensez que ce qui a été sera toujours. Je ne pense pas ça et je pense qu'il Non, faut ça au s'appelle contraire. conservateur, Non. Et que si à un dire un moment mot donné, sur la question européenne. il Excusez-moi, faut- il caricature. D'une phrase. Bah, voyez. Ça lui arrive, La ça lui politique arrive. monétaire de l'Europe a changé radicalement. Ah bah oui, ça, c'est Radicalement. sûr. Ça, vous avez raison. Et oui, et c'est depuis qu'elle a changé qu'il y a un peu de croissance. Un peu, pas beaucoup, mais un peu. Pas beaucoup. Et donc, comme quoi c'est possible. Comme quoi ça peut changer. Contrairement à ce que vous voulez. Vous dites, pour que ça change, Quittons il faut les chimères. sortir. Non, on peut rester dedans et que ça change, ça a changé. moi je veux juste dire que si la France, Sauf que je ne partage ce qui pas passe, votre c'est avis. touché quand même. Mais si la vous France, savez pas les alors, parce que Éric la Nolot, Monsieur Zemmour, C'est uniquement la place Draghi de la qui a changé France- la politique monétaire. C'est Oui, tout. mais comment c'est possible? la place de la France dans l'Europe n'est pas tout à fait celle de la Grèce. Et je vous le dis très franchement, et c'est pas bisounours, c'est au contraire terriblement réaliste si la parole de la France face à Merkel changeait et que le rapport de force était mené par un État comme la France qui a des alliés potentiels, par exemple avec ce qui va se passer en Espagne, ce qui se passe au J'ai Portugal, entendu etc. ça Et avant alors 2012. J'ai entendu ça avant 1997 avec Jospin. Passons C'est au- du Vous me mettez du même côté que avançons un cette peu, gauche. s'il vous C'est plaît. du Je vous remercie. C'est Je vous remercie. Je m'adresse à vous en tant que personne de gauche, parce que la situation, ce qui nous attend, c'est en effet de voter Juppé au deuxième tour. Ça nous pendait, mais c'est pas fini. Vous C'est avez 20 déjà ans. franchi la primaire de la droite, je vois. Oui, moi je crois. En tout cas, sinon, ce sera Sarkozy, oui, on va rigoler, là. voilà. Si vous votez Sarkozy, Mais on reste c'est pas seulement ça, c'est qu'on Ils le font. Mais oui, ils le feront. Ils ont Non, mais voté- c'est sûr qu'ils le ils ont feront. Ils ont voté voté Bertrand. Estrosi. Ils ont voté Estrosi dans le Estrosi, Sud. Sarkozy, il n'y a pas de raison. Et après ça, 20 ans de marginalisation de la gauche. Alors, je m'adresse à 20 ans, vous êtes toujours pessimiste. Vous avez vu dans 5 quel ans, en état tout cas. c'est? Dans quel état 5 c'est ans, en tout cas, oui. Ça, on voit que déjà 2007, c'est... Oui, mais il y a réglé que 2022... Il y a une chose que Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a une chose que Non, vous c'est au oubliez. travail. Moi, Il y a je vous une dis, chose c'est que- au travail. Attendez, il y a une chose que vous oubliez, c'est que les inégalités sont extrêmement fortes. Et c'est une demande de la population que ces inégalités soient réduites. Regardez aux États-Unis. Même aux États-Unis, pourtant c'est le pays le plus inégalitaire du monde, pratiquement, qui est très riche par ailleurs, eh ben, vous avez un candidat qui s'appelle Sanders, qui est socialiste. Alors, il va pas aller au bout, d'accord? Enfin, il a fait beaucoup de voix. Il a joué dans la campagne et Clinton est obligé. Oui, c'est vrai, on va faire des réformes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, et donc, ça veut dire que la gauche, c'est pas seulement des appareils vermoulus qui se battent entre eux comme aujourd'hui. C'est une aspiration. Cette aspiration est permanente. Et donc, elle peut très bien se manifester d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui peut se produire dans Mais les années qui Monsieur viennent. Zemmour ne voit pas ni Corbyn, ni Sanders, ni Je vois Podemos. très bien. Vous ne voyez rien de tout Je ça. vois très bien. Je vois très bien que Sanders a un électorat jeune, étudiant et blanc. Oui, et, Je vois et très Clinton bien. a un Je électorat vois très bien. des minorités. Oui, je vois très bien. Bah oui. Donc, Et oui, alors, donc c'est bien. un c'est long. Non, ticket ce que je veux dire, c'est que- Hollande-Mélenchon, c'est bien. ce serait possible ou pas? Bah, oui, tenons, enfin, soyons sérieux. Parlons de choses un peu sérieuses. Ouais, impossible. Vous qui a un ticket Hollande Mélenchon. Je sais Mais pas si puisque c'est vous absurde, finirez quoi. par voter Juppé, donc vous pouvez tout accepter. Vous êtes incroyable. Alors, revenons en France avec la place de la République et le mouvement Nuit debout. La polémique Finkielkraut vous a fait écrire cette petite note dans Libération. Quand on passe aux insultes, au crachat, Monsieur Geoffrin, c'est qu'on est à court d'arguments. Oui, en général, c'est vrai. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que je ne suis pas certain que les gens qui ont fait partir Finkielkraut, je ne parle pas de ceux qui l'ont accompagné, je parle de ceux qui l'ont insulté. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient du mouvement en Oui, question. voilà, c'est ça. Quel mouvement est C'est ce qui très était dit formel, d'ailleurs par on sait pas pas. mal de témoins sur place. Sauf hein. qu'il y a des jeunes communistes qui ont revendiqué la chose. Donc Absolument. C'est plus gênant. Non, moi j'ai défendu un principe. Twitter, Moi j'ai fait en railler avec l'occurrence. l'ami Finkielkraut en permanence depuis des années. Je suis en désaccord quasi total Bien avec ce qu'il sûr. raconte. Mais justement, c'est la place de la République. La place de la République, c'est pour tout le monde. Et c'est pour tous les citoyens. et donc, même Romain y compris Goupil, hein. Finkielkraut, même si on est en désaccord total avec. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de Nuit debout, le lendemain, ils ont mis un certain temps, mais qui ont dit, finalement, c'est une bêtise, on aurait dû le laisser. Comme Romain écouter, il y Goupil, a dans pas le de monde raison. d'hier, c'était une grosse connerie. Oui, mais Romain Goupil, il Vous est êtes pas de d'accord Nuit avec debout, ça, Clémentine Autain? Je trouve que ça prend une place absolument incroyable. Et de ce point de vue, Finkielkraut a réussi son coup. Parce que... Donc c'était volontaire. Non, mais imaginez-moi si j'étais allée à la manif pour tous. Je pense que l'accueil n'aurait pas été très sympathique. Oui, vous reprenez l'argument d'Olivier Besancenot qui dit si je m'étais pointé dans les actionnaires du CAC 40. Enfin, c'est peut-être l'évidence pas. même.
Mais non, mais c'est l'évidence même. Moi, je ne partage... Non, mais je ne partage pas le fait que c'est super de s'insulter. Il y a eu un crachat qui d'ailleurs lui-même pas tombé dessus. Bon, il est resté 1 heure sans que personne lui dise rien. C'est quand même désagréable. Non, mais il est resté. Bien sûr, bien sûr. Lui n'a pas été très agréable. Lui n'a pas été très agréable non plus. Et il passe son temps à insulter toute une partie de la Mais c'est population. vrai qu'il a pu se balader, il a pu écouter l'Assemblée populaire. C'est seulement quand il a voulu quitter la place que ça s'est un peu mal passé. D'accord, mais on a là la démonstration malgré tout qu'en effet, ceux qui sont admis debout ont une volonté, un idéal, je dirais, qui est totalement contraire à ce qu'incarne Finkielkraut. Donc il y a une provocation dans sa venue, et il le sait bien, et il est très content, parce que maintenant, de Najat Vallaud-Belkacem à Marion Maréchal Le Pen, tout le monde prend la défense d'Alain Finkielkraut. C'est parce qu'il a été expulsé, il n'aurait pas été expulsé, il a expulsé, voilà, il a été... Non, c'est parce que, d'accord, il serait venu, mais personne n'aurait rien dit. Il faut arrêter de faire des victimes, des coupables quand même, là, écoutez, franchement. Une victime, vous diriez, c'est une victime. Place de la République. J'aime bien le rapport à la violence, aux victimes dans ce pays, tout est en ordre, je dirais. Je trouve que Finkielkraut a le droit, comme tout citoyen, de déambuler en sécurité et en tranquillité. En sécurité, il y a eu un état d'insécurité. On commence à argumenter en disant oui, mais c'est de la provoque, etc. Non, mais oui, l'insécurité, calmons-nous quand même. Il n'a pas été tabassé. Enfin, je veux dire, non, mais vous parlez de sécurité, calmons-nous quand même. Et un peu inquiétante. Voilà. Il n'a pas été. Voilà, il y a eu un crachat et on lui a dit fasciste. Il faut quoi? Bon, ce qui est d'ailleurs, du point de vue juridique, même pas une insulte. Non. Moi, je le prendrais pour une insulte. Non, mais c'est fort bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne partage pas. Je pense que ce n'était pas la façon appropriée de l'accueillir. Je suis parfaitement d'accord. Voilà. Mais je n'aime pas le traitement qui est fait, où d'un seul coup, alors que c'était une provocation, et alors qu'on sait très bien ce qui rassemble ces personnes qui sont admis debout et qui parlent de la Commune de Paris et qui en est-ce que vous disposez de la liste des personnes qui sont des provocations vivantes place de la République? Il faut la publier. Il faut publier la liste des gens qui ont accès à la République. C'est ce que je disais la semaine dernière. Moi, j'ai pas le droit d'aller place de la République. Mais allez-y, écoutez. Non, je savais, avant même l'histoire de Finkielkraut, je savais que moi, très bien, je ne pourrais pas y aller. Je suis un voisin, donc il n'y a pas de problème. Mais donnez-moi la liste des gens qui ont le droit de déambuler place de la République. Je trouve que vous êtes un peu trop subtil là. Vous devriez être plus univoque dans la condamnation. Merci en tout cas. Merci à vous deux pour ce débat. La complexité de temps en temps. Toujours dans cette émission. Ça, alors là, ça vous ressemble pas. Elle est parfois coupable. Vous restez tous les deux en quelques instants avec nous pour suivre la semaine politique de Tanguy Pastureau. Il est le nouvel homme fort des sondages. D'après l'Institut TNS Sofres, Jean-Luc Mélenchon se rapproche dangereusement de François Hollande. Déjà 95 000 signataires réunis sur son site JLM 2017. La gauche de la gauche peut-elle écraser le PS? Pour y répondre, nous recevrons la porte-parole du mouvement Ensemble, Clémentine Autain, et le directeur de la rédaction du quotidien Libération. Ce sera juste après la question qui fâche d'Amandine Collongette. Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui fait trembler l'Élysée. Moi, je dois ouvrir le chemin. Voilà. Parce qu'il faut que quelqu'un se décide à un moment donné. Celui qui a été syndicaliste, qui m'écoute, il a déjà vécu ça. Vous êtes là, tout le monde ronchonne, on regarde ses pieds, puis alors on vous pousse, puis il y en a un qui va devant. Et oui, d'après les derniers sondages, le leader de la gauche talonne François Hollande au premier tour. Il profite évidemment du fiasco de la loi travail. Je lui reproche la loi El Khomri. C'est-à-dire cette persécution sur la vie quotidienne des gens. Et récupère ainsi les déçus du hollandisme. Il surfe aussi sur la vague de mécontentement qui souffle notamment avec Nuit debout. Alors ce qui inquiète fondamentalement le gouvernement, c'est un possible phénomène Mélenchon. Mais au fond, peut-il battre François Hollande? Mélenchon, il a une vision autoritaire de la vie et de la politique. Il est scotché dans les années 30 et Mélenchon au pouvoir... c'est pas la peine d'y penser, il n'y arrivera jamais. À 1 an des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon est en capacité d'être celui qui sera en tête de la gauche. Mais vous verrez, il sera au deuxième tour, j'en suis convaincu. Vous savez, en juin 2012, Jean-Luc Mélenchon était à 3% dans les sondages. On préfère commencer à 11 et 16. Voilà, ça nous assure un meilleur futur, un meilleur avenir. Mais Mélenchon au pouvoir, il mettrait tous les Mélenchons en tôle. C'est ça qui est intéressant. Tous ceux qui manifestent, tous ceux qui manifestent, qui disent résistance et tout ça, allez hop, ils passeraient en tôle. Ce que nous rappellent aussi ces sondages, c'est la division de la gauche. D'un côté les socialistes, de l'autre le front de gauche et les communistes. Et cette question est sur toutes les lèvres à l'Élysée. Sera-t-il possible de réconcilier les gauches avant 2017? Vous nous voyez participer à une primaire avec ceux que nous combattons aujourd'hui, François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Enfin, c'est quelque chose que personne ne pourrait comprendre. Moi, je suis pour une primaire de toute la gauche. Sincèrement.
C'est le seul moyen de gagner la présidentielle. S'il y a émiettement à gauche, eh bien, nous serons éliminés au premier tour. Je dois avouer qu'aujourd'hui, ce matin, elle a du plomb dans l'aile. Si François Hollande y va et qu'en plus il prétend, parce qu'il ne l'est pas, mais qu'il prétend rassembler le camp de la gauche, eh bien il va aller à l'échec et il risque d'entraîner la gauche entière dans l'échec. N'oublions pas qu'il reste encore 12 mois avant l'élection présidentielle. La course de fond va bientôt commencer pour les candidats. Et Jean-Luc Mélenchon le sait, les sondages peuvent tout dire et son contraire. Ça marche pas à tous les coups, il y a des fois où on se plante. Alors question qui fâche, JLM 2017 peut-il gagner le marathon présidentiel? Bonsoir Clémentine Autain. Vous êtes porte-parole du mouvement Ensemble, les conseillers régionales d'Île-de-France. À vos côtés, Laurent Geoffrin. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal Libération. Jean-Luc Mélenchon, entre 12 et 16% en fonction des scénarios dans les derniers sondages au premier tour. Ça vous surprend? Ça met du baume au cœur d'abord, et je pense que... C'est une surprise ou pas? Je pense que c'est le reflet d'un contexte social et politique qui a changé ces derniers mois, à la faveur d'une mobilisation contre la loi El Khomri, des nuits debout, de ce qui s'est passé aussi autour d'Air France ou des Goodyear, et qu'on sent bien que le fond de l'air est en train de changer. On avait un débat qui était polarisé sur la question de l'identité, et il est en train de basculer du côté de la question sociale, et je trouve que c'est heureux, et que Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat testé parce que c'était celui qui était le candidat en 2012, cristallise cette gauche bien à gauche. Voilà, je ne suis pas plus étonnée que ça, et je pense que ce que ces sondages révèlent aussi, c'est l'effondrement du président de la République et du Parti socialiste en réalité. Et ça, je trouve que c'est tout à fait notable, parce qu'en 4 ans, ce qui a été dilapidé est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous vous réjouissez justement de cette chute de François Hollande? Non, vous savez, j'ai l'impression que la gauche française, vous vous souvenez de la secte de Jim Jones? Vous vous souvenez de ça? Ouais. C'est une secte qui s'est réunie dans la forêt brésilienne et qui s'est distribuée elle-même un liquide orange dans lequel il y a du poison. Et ils sont tous morts. Ouais. Ben, c'est la gauche française. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se distribuer le poison les uns les autres. Ils ne sont pas encore morts, mais ils boivent. Là. Ils boivent beaucoup. Et ce poison s'appelle la division. Est-ce que c'est pas la stratégie d'opposition au gouvernement qui commence à payer de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais le gouvernement a pris 2 mesures au moins qui sont des erreurs, à mon avis. On l'a dit 15 fois dans mon journal. 1, la déchéance de nationalité, c'était une erreur. Jusque-là, c'était difficile pour les gens de gauche, parce qu'ils avaient en face d'eux un gouvernement qui menait une politique trop modérée ou trop libérale, enfin, comme on veut. Là, alors, la déchéance de nationalité, c'est un symbole, ça concerne très peu de monde, c'est un symbole négatif, quoi, pour les gens de gauche. Et puis ensuite, la loi El Khomri, moi je ne suis pas contre la loi El Khomri dans sa version actuelle, mais la version qui est initiale, elle était presque pas possible. Enfin, c'était. Puis en plus, il y a un problème de théâtre politique. Vous faites une loi, le MEDEF dit c'est formidable, et tous les. C'est quand même difficile, ça. Donc, si je vous entends, aujourd'hui, il n'y a plus aucune chance pour que la gauche soit présente au second tour. Moi, je ne partage pas le point de vue sur la division, ni sur le bilan de ce qui a été mal fait par ce gouvernement. Sur la division, d'abord, il faut quand même se rappeler que dans l'histoire de la Ve République, quand la gauche a gagné, ça n'a pas été très souvent, mais c'est arrivé, elle n'était pas forcément rassemblée au premier tour. Et donc... Mais là, il y a un oui, mais il y avait un accord d'union de la gauche, quand même. Un accord d'union de la gauche, mais... Mais le Front National n'était pas à 25%. Il y a eu un accord d'union de la gauche sur un programme qui s'est fait au long cours, et qui était un programme dans lequel le rapport de force entre la gauche de rupture, pour faire vite, et la gauche d'accompagnement, était polarisé plus du côté de la transformation que de l'accompagnement. Bon. Donc, mais même dans les élections intermédiaires, je veux dire, ce qui met en mouvement la gauche, et même François Hollande, qui a gagné la dernière fois, il y avait Jean-Luc Mélenchon, il y avait d'autres candidats. Donc ce n'est pas ce qui pèse le plus sur la victoire possible de la gauche. Et surtout, je pense que c'est bien l'effondrement aujourd'hui du Parti socialiste qui est au pouvoir et qui déçoit. Et c'est pas simplement une affaire de symbole sur des mesures de type la déchéance de nationalité, même si elles sont importantes et elles sont délétères. C'est concret. Regardez ça joue dans vos milieux, mais excusez-moi. Allez, on allait dans les quartiers populaires, je vous assure, pardonnez-moi. Oui, mais à côté des sondages, il y a les élections. Il y a les élections régionales, le PS est à 24. D'accord, mais ce que je veux juste vous dire, il survit. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas simplement le Parti socialiste, c'est le système depuis 30 ans politique qui, d'élection en élection, produit les mêmes choix néolibéraux, autoritaires, qu'on vote pour Sarkozy, pour Hollande, pour je sais pas. Il y a un ras-le-bol. Et l'abstention, le premier parti de France, le premier parti de France, c'est quand même l'abstention. Et dans les quartiers populaires, c'est le chômage, la précarité, le manque de perspective. Mais c'est ça qui fait le... Mais bien sûr, c'est ça. Alors, quelle est la vision ?
Quelle est la vision qui permet de se dire que demain sera meilleur aujourd'hui pour le grand point, nombre? moi j'entends des enseignements assez définitifs sur quelque chose d'assez fragile que sont ces sondages. Ça, je suis bien d'accord. Je trouve qu'on se projette quand même un peu rapidement. Et ensuite, qu'est-ce que ça change? Moi, ce que j'observe, c'est que la gauche est éliminée au premier tour, de toute manière. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un transfert de voix entre, effectivement, le PS qui déçoit. Moi, je pense que la loi sur la déchéance de la nationalité a beaucoup compté. En tout cas, pour moi, elle a beaucoup compté. Et en effet, ça se transfère sur Mélenchon. Mais le socle, qu'est-ce que ça fait, le socle? Ça fait 25%. C'est-à-dire que le PS plus un peu la gauche de la gauche, c'est 25%. Ça veut dire que la gauche n'y arrive pas. Et que les simples transferts de voix qu'on voit, c'est de la gauche à un peu plus Mais la il ne faut gauche. pas se raconter. Mais oui, mais moi, je ça vous change réponds. pas grand-chose. Mais non, mais c'est pas la division. Précisément, le problème, c'est que la réponse, c'est pas simplement on va se mettre tous ensemble et donc faire un paquet avec nos 25%. La question qui nous est posée,